Alors quand on est l'inventeur d'un tel équipement qui a fait de vous un homme volant, la première question qu'on se pose, c'est d'où vient l'idée d'un tel projet et elle naît comment? L'idée, elle naît comment cette innovation ensuite? Disons que c'est un long parcours, comme vous le disiez. J'ai eu une première vie dans le sport mécanique. C'était extraordinaire. J'ai pu apprendre mon métier. J'ai réalisé j'ai trouvé plein de passions en fait, dans le sport mécanique. Le goût de l'effort, on va dire la motivation et le côté sportif, et en même temps tout ce qui est mécanique, l'innovation, etc. Et depuis tout jeune, en fait, je suis passionné d'aviation. Malheureusement, je suis daltonien, donc j'ai pas pu passer mon brevet d'hélicoptère comme je le souhaitais à l'âge de 16 ans. Et donc, grâce à, on va dire, à l'expérience que j'avais acquis dans le jet ski, en fait, j'ai pu créer le flyboard à eau. Et puis donc après ça s'est enchaîné et j'ai voulu juste enlever le tuyau. Donc voilà comment est né le flyboarder. Alors comment ça vole un flyboard? Disons qu'il y a 5 turboréacteurs qui sont placés sous la planche. C'est un petit peu le même système que les avions de chasse. Donc c'est pas vraiment les mêmes réacteurs que vous avez dans les avions de ligne, puisque c'est des turbofans. Mais disons que le principe est assez simple. En fait, on brûle du kérosène et ça crée en fait une surpression et donc on éjecte du gaz, quoi, et ça permet de voler. Vous avez connu des hauts, des bas. Le rôle de l'équipe autour de vous doit être prépondérant. Moi, j'ai entendu votre épouse parler de vous lorsque vous avez. J'ai vu dans les conférences de presse, elle est très présente, elle explique, elle se fait du souci pour vous, elle est avec vous, etc. Mais elle fait partie donc de l'équipe. Bah, évidemment, ma femme, en fait, elle fait partie de l'équipe depuis le tout début. En fait, on s'est rencontrés très jeune, il y a presque 18 ans maintenant, et elle m'a accompagné durant la plus grande partie de ma carrière de sportif. Et puis elle a été au tout début de l'aventure, donc de la création de la société. Au début, on vendait des jet skis, puis après donc les flyboards à eau. Et aujourd'hui, on fait du développement sur des produits à air. Donc c'est vrai que c'est une vie un petit peu atypique, mais une vie de passion. Et on est passionné, on aime vraiment notre métier. Comment on se prépare physiquement et techniquement pour le défi de la traversée de la Manche? Disons que c'est un défi qui était à la fois technique et à la fois sportif. C'est vraiment ce que j'aime. Puis toujours pareil, comme vous le disiez tout à l'heure, l'esprit d'équipe. En fait, moi j'aime bien ce moment en fait où après je mets le casque et disons que c'est moi qui dois finir le relais. Donc j'aime bien me retrouver tout seul à un moment donné, mais c'est vrai que tout ça c'est pas réalisable s'il n'y a pas une équipe derrière. Et donc j'aime bien en même temps ces moments où justement il y a un peu la délivrance à la fin, comme ça quand je me pose et que je sers mes amis dans mes bras et que j'appelle ma femme, mon fils, etc. C'est des moments finalement qu'on n'oublie jamais et qu'on emporte avec soi, et c'est pour ces moments-là finalement que je me bats. Et donc voilà, donc tout le défi humain, sportif, technique, donc il fallait faire des heures et des heures d'entraînement physique tous les jours. Ouais, parce que j'ai envie de vous dire, le fait que vous soyez un sportif de haut niveau à la base, multiple champion du monde, d'Europe, etc., de jet ski, doit vous servir. Et est-ce que mentalement, on a besoin d'une préparation particulière? Disons, j'ai été habitué, en fait, comme je disais tout à l'heure, le jet ski c'est un petit sport en fait, donc c'est ce qui m'a beaucoup aidé. C'est un sport où en fait j'étais obligé d'être un petit peu au four et au moulin, donc je faisais à la fois la recherche de partenaires, des sponsors, je m'occupais aussi de la mécanique, du développement, j'étais à la fois aussi le pilote et le team manager, donc j'étais habitué un petit peu comme ça à courir, au dernier moment un petit peu l'image avec la clé à molette à la main, et puis au dernier moment mettre le casque et arriver à me concentrer, me focaliser sur le dernier objectif, parce que finalement tout le travail en amont il sert à rien si pendant les 20 dernières minutes t'étais pas performant. Donc j'avais juste besoin de 2-3 minutes sur la grille de départ, donc j'ai toujours été assez fort mentalement, donc je pense qu'après ce qui te forme c'est vraiment les échecs. C'est pas vraiment les victoires, quoi. Donc tout le monde a peur un petit peu d'échec, a honte de ça, alors qu'en réalité c'est ce qui forme le caractère et c'est ce qui forge les personnes. Je pense que le caractère de tout le monde dans cette salle est forgé par les échecs et non pas par la victoire. La victoire, on boit le champagne et ça s'oublie instantanément. L'échec, il faut le digérer, il faut apprendre à rebondir. Comment on digère la mise à l'eau du premier passage de la Manche? Au début, c'est un peu la rage pendant quelques secondes, quelques minutes, et puis après, finalement, c'était prévu, quoi. C'était à prévoir, quoi. C'était quand même assez compliqué. On redit ce qui s'est passé. Vous avez raté la plateforme de ravitaillement, c'est ça? C'est ça. En fait, elle était trop petite et le bateau bougeait beaucoup trop, et
Et on a eu beaucoup de problèmes en amont à gérer, donc on n'a pas pu se focaliser sur tous les points. Et donc voilà, j'étais un petit peu optimiste. Voilà. Les risques, vous les gérez comment? Comment ça se gère les risques dans votre métier? Alors les risques, il faut arriver en réalité à écouter quoi qu'il en soit sa peur, parce que c'est un instinct de survie. Mais en même temps, il faut arriver aussi à la rationaliser. C'est-à-dire que par exemple, personne ici se sent vraiment en danger ou a la peur panique, par exemple, d'envoyer un SMS sur l'autoroute. En revanche, tout le monde va être terrorisé de se retrouver au plein milieu de la mer, dans la nuit noire, à 4 km du large. Sauf qu'en fait, à 4 km du large, dans la nuit noire, il ne pourra rien vous arriver. Tant que pour rencontrer une bête qui va vous manger, c'est une chance sur plusieurs milliards. Alors qu'en envoyant un texto, vous avez de fortes chances de vous tuer. Donc c'est ça, en réalité, qu'il faut arriver à rationaliser. Par contre, oui, la gestion des risques, c'est évident que je prends plus de risques que quelqu'un qui travaille exclusivement dans un bureau. Mais bon, c'est des risques acceptables. Je joue pas à pile ou face, ou je suis pas une tête brûlée. J'essaye de calculer vraiment les risques. S'il y a un risque qui est élevé, je n'y vais pas. Quel message vous souhaiteriez faire passer en conclusion de votre présence ce soir aux entrepreneurs, aux porteurs de projets? Disons, le message, il est simple. Il faut croire en ses objectifs et surtout ses rêves. Ça dépend vraiment où on place la barre. Mais finalement, rêver, c'est gratuit. Donc, je pense qu'il faut essayer d'aller toujours le plus loin possible et ne pas avoir peur, comme je disais tout à l'heure, de l'échec. C'est vraiment ça qui nous construit. Et vraiment, voilà, l'idée, c'est tout le temps rebondir, tout le temps jamais baisser les bras. Et bon, après, c'est beaucoup de travail. On va dire, on n'a rien sans rien, mais au bout d'un bon travail d'équipe et si on se fixe des beaux objectifs, finalement, on arrive à réaliser de grandes choses. On l'appelle Francky.